L'été dernier, avec quelques copains et avec nos animateurs, on s'est posé plein de questions sur le tabac, l'alcool et sur les drogues. 2 gendarmes sont venus nous rencontrer. Au départ, on était un peu impressionnés. On n'osait pas parler. Mais finalement, on a bien discuté et ils nous ont même accompagnés pour faire un reportage, une véritable enquête. On est allé interroger des passants, des témoins, un médecin, Un représentant de l'État, un barman, des fumeurs, des filles, des garçons. des mineurs, des majeurs. Et on a même rencontré monsieur le procureur. En France, un mineur a-t-il le droit de boire de l'alcool? Non. Non. T'as quel âge? 17. Est-ce que t'as déjà consommé de l'alcool? Oui. Donc c'est interdit? Et je sais qu'aux yeux de la loi c'est interdit, mais après. En ce qui concerne la consommation, vous êtes chez vous, vous consommez de l'alcool avec vos parents ou tout seul, j'allais dire c'est votre problème. Bien sûr que l'alcool n'est pas encouragé pour les mineurs, ça me paraît évident. Mais ce qui est interdit, l'interdiction, c'est la vente d'alcool aux mineurs. Et si ton ami a vomi durant une fête et s'endort, qu'est-ce que tu fais? Je le laisse où il est, mais je l'engueulerai quand il sera réveillé. Moi je laisse dormir. Ce que je fais moi, parce que ça je le fais avec son père en l'occurrence, en règle générale je conduis sa voiture, je le dépose chez lui et je rentre chez moi avec sa voiture. Et le lendemain matin il fait les 2 km à pied pour revenir chercher la voiture. Après, je pense qu'il vaut mieux le surveiller plusieurs fois et pas non plus le laisser tout seul. On est toujours responsable lorsqu'on ne porte pas assistance à quelqu'un. Lorsque vous avez un ami ou un inconnu qui se fait agresser ou qui effectivement fait un malaise parce qu'il a trop bu ou il a pris des stupéfiants, vous avez le devoir d'intervenir. Il peut avaler son vomi et en mourir quoi. Et je pense que ça on est plein à le savoir et pourtant on n'a pas forcément le réflexe d'appeler le SAMU ou alors peut-être le mettre en PLS et attendre, ça sert à rien. Quel est le type, la forme d'alcoolisation la plus fréquemment retrouvée chez les jeunes? Le binge drinking, très bien. C'est une cuite extrême. Donc c'est boire minimum 5 unités d'alcool en très peu de temps chez le garçon, et pour les filles, 4 unités d'alcool, mais ça peut être beaucoup plus. Et les dangers, c'est non seulement l'ivresse, les accidents, le coma, la fausse route, etc., c'est surtout au niveau de votre cerveau. À votre âge, votre cerveau n'est pas mature, n'est pas complètement finalisé. Et donc l'alcool à très forte dose perturbe votre fonctionnement cérébral, perturbe vos facultés d'apprentissage, la concentration, l'attention, la mémorisation. Et vous prédispose considérablement à développer une maladie alcoolique plus tard. Alors déjà, quand on voit les méfaits de l'alcool sur quelqu'un qui est adulte, on imagine le pauvre mineur qui a son cerveau qui est en train de grandir, son organisme qui est en train de grandir, tous les dégâts que peuvent faire l'alcool sur son cerveau. Alcool et drague, ça vous évoque quoi? Drague? Justement, ça doit faciliter, il y a moins d'inhibition. Donc, On a l'impression de pouvoir séduire plus facilement quand on a un coup dans le nez, quoi. Je sais qu'on est beaucoup plus tactile avec les gens. En règle générale quand on picole on est beaucoup plus facile d'accès et les filles comme les garçons n'hésitent pas à parler entre eux même s'ils ne se connaissent pas. Donc beaucoup de jeunes effectivement sont amenés à prendre un peu d'alcool pour avoir davantage d'audace. Parce que l'alcool, ça enlève l'anxiété, ça désinhibe, on se sent moins timide, on a plus de confiance en soi. Mais le désavantage, c'est que quelqu'un qui boit et qui approche une fille, ça pue. C'est pas sexy. C'est pas sexy. Et puis quelqu'un qui parle alors qu'il a bu. Je sais pas, c'est pas très nuancé, c'est pas très classe. L'alcool et la drague, ça m'évoque quelqu'un qui est collant, qui force, qui veut. Si il a un coup de foudre, il va forcer. Après, il risque d'avoir des choses bizarres pour moi quand on dit alcool et drague. Qu'est-ce que ça veut dire?
Genre une fille qui peut se faire violer ou des trucs comme ça. Je sais que, j'ai déjà vu dans un reportage que des fois il y a des gens qui font boire des filles pour pouvoir après coucher avec elles plus facilement. Pour moi, il faut pas boire de l'alcool ou consommer avant de prendre le volant, puisque le champ de vision déjà c'est pas le même. On a moins de réflexes, on se croit plus fort. Connaissez-vous les taux autorisés pour l'alcool? Ça a changé. Les jeunes conducteurs, c'est 0,2 grammes, je crois. Et les conducteurs normaux, je crois que c'est toujours 0,5 grammes par litre de sang. Quelle astuce connaissez-vous pour diminuer le taux d'alcool? Je sais pas, peut-être boire beaucoup d'eau derrière pour diluer, je sais pas. De l'eau chaude, parce que ça évapore l'alcool, je crois. C'est faux. Je sais qu'on m'avait raconté qu'il faut boire du lait. De moins boire. ça n'est... Vous avez consommé de l'alcool. Vous vous sentez en mesure de conduire. Prenez-vous le volant ou votre vélo? Ah, je prends le vélo. Quoi? Alors là aussi, on pense que il faut pas. Ce qui est simplement interdit, c'est de conduire une voiture en état alcoolique. C'est faux. Vous pouvez être verbalisé parce que vous êtes en état d'ivresse si vous êtes sur votre vélo ou sur votre mobilette. Donc il faut le savoir. Et puis, ce qui est important à savoir, c'est que quelqu'un qui serait pris en état d'ivresse sur, par exemple, sa mobilette et qui a son permis de conduire, le juge pourra aussi prononcer une suspension du permis de conduire de véhicule, alors qu'il était sur son vélo. En vélo? Alcoolisé? Moi, je sais pas si on a le droit, mais je pense que c'est moins risqué, on va dire. On se rend bien compte que les jeunes représentent une forte part de l'accidentalité dans notre département. D'où l'intérêt de faire des démarches pédagogiques pour justement les sensibiliser à tous les risques liés à la route. C'est-à-dire qu'on peut causer de graves accidents, même en vélo, lorsqu'on est totalement imbibé d'alcool. Alors pour notre département, ça représente quand même, sur les 12 victimes de cette année, ça représente 36% des personnes décédées avaient un taux d'alcoolémie supérieur au 0,5 toléré en France. Sur ces 12 personnes décédées, il y a 8% qui avaient des produits stupéfiants. Donc cumulé avec l'alcool, ça fait quand même 44% des personnes qui sont décédées lors d'un accident de la route avaient des produits stupéfiants et de l'alcool combiné. C'est détonnant. C'est-à-dire que l'alcool provoque un certain nombre d'effets, les stupéfiants d'autres. Et quand on associe le tout, souvent ça peut aller jusqu'à la mort. Ça va en crescendo parce qu'on goûte au début au shit dans les cours d'école. Puis après, on commence à chercher autre chose, plus fort. Moi j'ai pas mal d'amis, ils sont partis comme ça. Et au début ils fumaient juste du shit ou de l'herbe. J'ai commencé, j'avais 14 ans parce que c'est des copains qui m'ont montré parce qu'ils avaient les moyens, leurs parents étaient riches et tout ça. Moi je suis issu d'une famille pauvre, alors moi on me la donnait moi. Alors j'ai goûté et puis je m'en suis méfié quand même. Et puis j'ai plein d'amis, ils sont morts, ils ont fait des overdoses, ils ont fait des accidents, etc. Si on fait une première expérience avec un toxique, une drogue, eh bien quand on s'aperçoit des effets positifs du produit, on a envie de recommencer. Plus ce plaisir va être important, plus on aura envie de le continuer. Et plus on le continuera, plus il y a un phénomène de dépendance psychologique qui va arriver. Et ça sera très difficile de l'enlever. Et puis vous avez la dépendance physique. C'est-à-dire que quand vous avez le produit, au moment où vous l'arrêtez, il y a des phénomènes de manque. Pour m'en arrêter, j'étais obligé d'aller voir quand même un médecin et l'hôpital et tout ça. Je suis resté 15 jours sans dormir, même une fois 2 semaines, 3 semaines même. Par le manque 3 semaines. Par le manque, sans médicaments. Ça fait quoi le manque? Tu peux expliquer ce que tu as ressenti? On souffre, on dort pas de la nuit, on se tourne dans tous les sens, on s'étire comme on peut, on a froid, on transpire, on a chaud, on a plus faim, on vomit, on transpire et on retranspire. À l'intérieur, on a mal quoi. Et puis c'est long. Non, c'est très long, ça dure des jours. Ouais, je pense que c'est plus sanctionné de détenir une drogue dure qu'une drogue douce. Je pense que plus les produits sont durs, par exemple durs à trouver, par exemple la méthamphétamine ou l'héroïne, je pense que par exemple quelqu'un aura une peine plus grande s'il a consommé de l'héroïne ou de la méthamphétamine que s'il a consommé par exemple du cannabis. Non, la loi ne fait pas la distinction entre les produits, ça peut être du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, pour l'usage de stupéfiants. La loi prévoit une peine d'1 an d'emprisonnement. Donc c'est quand même une peine importante, c'est un délit.
Pour la détention de stupéfiants, c'est pas 1 an, c'est 10 ans d'emprisonnement. Donc je crois qu'il faut aussi arrêter de penser qu'on peut détenir dans ses poches un peu de cannabis, un peu d'héroïne ou de cocaïne. C'est une interdiction, c'est une infraction punie de peine très importante. Bah, la loi elle est assez dure, moi je trouve, mais jamais assez. Malheureusement, mais elle est toujours assez quand même. La loi, oui, la loi est bien faite. Ouais. D'accord. Bien sûr, il faut jamais laisser l'occasion à ces gens-là, quoi. Parce que c'est des malades, avant tout. Ouais. Moi, je me suis pas considéré comme ça, mais je m'en suis rendu compte peut-être avec les années ou quoi. Si on vous attrape en train de fumer du cannabis et que l'enquête démontre que vous n'êtes pas vraiment un trafiquant, mais que vous achetez quelquefois un petit joint, vous serez poursuivi pour usage du stupéfiant. Donc, je l'ai dit, c'est 1 an d'emprisonnement encouru. Mais c'est aussi d'autres moyens, c'est ce qu'on appelle une injonction thérapeutique. On vous demandera d'aller voir un médecin pour le traitement par rapport à ça. Vous devrez justifier devant la justice que vous êtes bien allé voir un médecin. Et si vous avez suivi tout ce cursus de prise en charge sanitaire, vous ne serez pas condamné. Ça, c'est pour la chose la moins grave. Si on démontre que non seulement vous consommez, mais que vous faites un peu de trafic, c'est-à-dire que vous achetez, vous revendez et que, au passage, vous faites un peu de bénéfice, là, vous ne serez plus poursuivi pour usage, mais bien pour détention, acquisition, cession. Donc, comme je l'ai dit, la peine maximum, c'est 10 ans d'emprisonnement. Les gens vont jusqu'où pour leurs produits ? Ah ben les filles, n'en parlons pas, malheureusement. Parce que les garçons, ils vont voler, ils vont faire des bêtises et puis ils se retrouvent en prison. Et puis ils s'usent la santé et puis tout ça, quoi. Mais ils vont loin, ils volent leurs parents, ils mentent à tout le monde. Il n'y a pas de gestion émotionnelle, que ça peut partir en live direct. Là où on habitait avant, donc il y avait des drogués, il n'y a pas de limite, même dans la violence en fait. Ça peut aller de manière excessive très très loin et très vite. Moi je l'ai haï la drogue, je la hais, c'est de la merde. J'aurais mieux vécu sans ça, quoi. Quand ça vous tue pas, ça vous détruit. Est-ce que tu as déjà évalué combien ça t'avait coûté ? Ah oui, énormément. J'aurais pu m'acheter, je sais pas moi, non, vraiment là, plus d'1 million, certainement plus d'1 million. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Fumer un joint de cannabis ou fumer une cigarette ? Moi je dirais fumer un joint de cannabis, c'est moins dangereux que la cigarette. Il ne faut pas comparer une drogue par rapport à une autre drogue. Chaque produit a ses effets négatifs. Et à partir du moment où on prend par exemple du cannabis, le risque est de passer au tabac. Quand on prend du tabac, le risque est de passer au cannabis. Plus on prend de produits, plus on a chance d'en prendre d'autres. Quel effet le tabac a-t-il sur notre corps ? Il donne la peau très grise, et il rend les dents jaunes, et il donne mauvaise haleine. Je crois que ça rend impuissant. Le fait d'être moins fertile, moins endurant, quoi, ouais. Le cœur, les poumons et puis tout le système circulatoire. Je peux en parler aux connaissances de cause. Moi j'ai eu des problèmes coronariens. Je sais qu'on peut avoir le cancer du poumon, je crois. Oui. Tu savais par exemple le cancer de la vessie pouvait être lié au tabac ? Non. Ben non. Donc le tabac peut engendrer de multiples cancers. Les poumons, la gorge, la bouche. C'est très mauvais pour notre santé, bon c'est clair, tout le monde le sait. Et pourtant, comme beaucoup de choses, on est tenté, on en prend et on en abuse. En France, pensez-vous que la consommation de tabac est interdite aux mineurs ? La vente de tabac, je sais que c'est interdit. La consommation, j'en sais rien en fait. J'imagine que oui. La loi en France interdit la vente de tabac aux mineurs, que ce soit du tabac ou les cigarettes électroniques. Pour pouvoir acheter des cigarettes ou une cigarette électronique, il faut avoir 18 ans. C'est ce qui est interdit en France. Pour la consommation du tabac pour les mineurs, c'est bien sûr déconseillé sur le plan de la santé publique, mais il n'y a pas d'interdiction à proprement dite. Ce qui est interdit, c'est, une fois de plus, l'achat de ces produits.
drogue, tabac, alcool. Après avoir longtemps enquêté, On s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, on avait en tête plein d'idées toutes faites. Et si on se doutait bien qu'il y avait des dangers, On n'imaginait pas à quel point ça pouvait nous toucher. demain, j'arrête? non, c'est décidé. J'attends pas demain. Aujourd'hui, j'arrête.